Ce cas se présente comme une véritable maison des horreurs, un crime sans égal si épouvantable qu'il est devenu l'un des crimes véridiques les plus infâmes à sortir des Philippines. Restez assis et préparez-vous. Ce qui suit contient des révélations graphiques et dérangeantes. C'était 14h58, le 10 décembre 2020 et 1. Cruz Magwad, un enseignant de 48 ans dans une école publique à Mariano Intal Memorial High School, était à l'école primaire de Boirian où sa femme, Lovella, était la directrice. Avec l'approche des vacances de Noël, Cruz aidait aux réparations de l'école, une après-midi tranquille de travail avant la pause. 2 minutes après, le téléphone de Cruz sonna. C'était un voisin. Il a signalé quelque chose d'étrange. En passant devant la maison Magad, il a remarqué que l'intérieur semblait perturbé, comme s'il avait été saccagé. Le voisin n'était pas entré, mais pensait que Cruz devait être informé. Alarmé, Cruz a immédiatement appelé sa femme, qui était en voyage d'affaires, c'était à ce moment-là, et l'a exhorté à rentrer à la maison. Il a tout laissé tomber et a quitté leur maison. Les enfants des Magwad, Chrysel Gwyn, âgé de 18 ans, ou Gwyn, Chrysel Lewis, âgé de 16 ans, ou Boy Boy, et leur fille récemment adoptée, Janice Sibial, étaient seuls à la maison. L'absence d'appel des trois pour signaler une anomalie renforçait le malaise de Cruz. À 15h15, Cruz est arrivé à la maison. C'était silencieux. Devant la porte d'entrée, il a remarqué une couverture ensanglantée sur le sol et un couteau près de celle-ci. Cruz a appelé ses enfants Boy Boy, Queen, mais il n'y a eu aucune réponse. Il s'est dirigé vers la porte arrière et a trouvé un moyen d'entrer. À l'intérieur, le silence était irréel. Cruz s'est déplacé rapidement dans toute la maison, ses appels résonnant sur les murs. Cruz s'est arrêté dans le salon. Gwyn, sa fille, était allongée sur le sol. Il y avait une serviette imbibée de sang. De multiples blessures par lacération couvraient ses membres et son torse, et les blessures à son cou étaient particulièrement graves. Les photos de la scène de crime ont montré plus tard l'étendue des blessures, la chair déchirée, sa tête enveloppée étroitement dans une serviette. Des fourmis s'étaient déjà attroupées sur son corps. Cruz a trouvé son fils Boy Boy près de la porte principale, non loin de Gwyn. Ses mains et ses pieds étaient liés, un bâillon couvrait sa bouche et son corps était couvert de blessures de couteau fraîches. La quantité de sang suggérait que l'attaque avait eu lieu peu de temps avant l'arrivée de Cruz, mais une personne manquait, Janice Sibial. Cruz paniquait de plus en plus en fouillant la maison, criant le nom de Janice. Puis enfin, elle est apparue. Janice est sortie de sa chambre, les cheveux mouillés, le visage pâle de choc. Elle était manifestement ébranlée, peinant à s'exprimer au début. En la voyant, Cruz a essayé de rester calme. Il a immédiatement appelé la police. Les officiers sont arrivés peu de temps après, entrant sur la scène de crime qui serait plus tard décrite comme l'une des plus macabres aux Philippines. Du sang s'était accumulé sur les sols et la maison portait les marques d'une violence extrême. Janice a dit en tremblant qu'ils avaient subi une attaque. La maison était en désordre total. Les armoires avaient été forcées, les effets personnels éparpillés de manière désordonnée dans les pièces. Au premier coup d'œil, cela suggérait un cambriolage, mais les enquêteurs comprenaient que les apparences seules ne pouvaient pas confirmer le mobile. Pour étayer la théorie, ils devaient déterminer si des objets de valeur avaient été volés. Parallèlement, dans le cadre du protocole de procédure, la police n'a pas immédiatement écarté leurs parents, Cruz et Lavella comme personnes d'intérêt. Les enquêteurs ont cherché à vérifier leurs alibis et à confirmer leur emplacement au moment du crime. L'attention s'est vite portée sur la pièce où Janice, la fille adoptive de la famille, a dit être restée durant l'attaque. La pièce semblait en désordre. Bien que les détails n'étaient pas intrinsèquement inhabituels, dans le cas d'un cambriolage, on s'attendait à ce que les pièces soient saccagées. Cependant, un examen plus approfondi et plus discernant a commencé à révéler des incohérences qui ont dérangé les enquêteurs. Le désordre, bien qu'apparemment chaotique, manquait de certains signes distinctifs d'un véritable cambriolage. Une fouille méthodique des lieux a permis de découvrir des éléments cruciaux à l'intérieur et à l'extérieur de la maison. Juste à l'extérieur de la porte d'entrée, la police a découvert une chemise à manches courtes tachée de sang qui aurait été abandonnée par l'auteur pendant sa fuite. D'autres preuves ont été découvertes à quelques centaines de mètres de là, où un sac en plastique contenant un pantalon et des sous-vêtements ensanglantés a été trouvé dans un fossé. Les enquêteurs ont noté que cette découverte suggérait une tentative délibérée de se débarrasser des preuves incriminantes.
Dans la maison, la scène devenait de plus en plus lugubre. Près de la porte d'entrée, les officiers ont trouvé un couteau avec un manche cassé, la lame luisante de sang. Des éclats de verre dispersés et des bouteilles cassées jonchèrent le sol du salon, tandis que de vastes flaques de sang laissaient deviner la férocité de l'attaque. Parmi le carnage se trouvait une machette abandonnée, une batte de baseball et un marteau, chacun portant des taches de sang et chacun présumé être une arme utilisée dans les meurtres. Les analystes de la scène de crime ont soigneusement évalué l'état du sang. Ils ont déterminé que Gwen, la sœur aînée, avait probablement été tuée en premier. Son sang avait en partie coagulé et la rigidité cadavérique était déjà visible. En revanche, le sang de Lewis semblait plus frais, amenant les enquêteurs à conclure qu'il a été assassiné peu de temps après Gwyn. Les différents états des corps ont ajouté du poids à cette hypothèse. Lewis avait les mains et les pieds liés, contrairement à Gwyn. Cette divergence indiquait que Gwyn aurait pu être pris en embuscade et tué rapidement, tandis que Lewis était retenu, probablement pour prévenir toute résistance avant son meurtre subséquent. La grande variété d'armes de meurtre, un couteau cassé, une machette, une batte de baseball et un marteau a soulevé des questions significatives pour l'équipe d'enquête. L'utilisation de plusieurs instruments et la présence de blessures distinctives sur les victimes et Jessica indiquaient probablement l'implication de plus d'un auteur. Cette théorie a été davantage soutenue par la nature des contraintes de Lewis. Un tel contrôle sur une victime tout en commettant simultanément un meurtre brutal serait difficile à exécuter pour un seul agresseur. Ajoutant à la complexité, Cruz, le père des frères et sœurs, a confirmé aux autorités que les armes trouvées sur les lieux lui appartenaient. Leur présence sur le lieu du crime a approfondi le mystère, car les meurtriers semblaient avoir utilisé des outils facilement disponibles dans le ménage. Alors que les enquêteurs cataloguaient les preuves physiques, une anomalie se démarquait comme particulièrement déroutante. La machine à laver de la famille avait été utilisée, mais il n'y avait aucun vêtement fraîchement lavé nulle part dans la maison. La signification de cette découverte restait floue, mais elle suggérait un élément d'activité post-crime, peut-être une tentative d'effacer des preuves ou de couvrir des traces. Reconnaissant la brutalité sans précédent et l'urgence de cette affaire, les autorités locales ont rapidement lancé une chasse à l'homme pour retrouver les auteurs. L'horreur du crime a mobilisé la communauté et les responsables publics sont intervenus pour accélérer la justice. Le vice-maire José Lito Penal du conseil municipal de Malang, North Cotabato, a annoncé une récompense de 200 000 pesos pour toute information menant à l'arrestation des suspects. De même, le maire Pipli Bungan de Tulanan a offert une prime supplémentaire de 50 000 pesos. Ces mesures soulignent la gravité de l'enquête et la demande croissante de réponses à la suite d'une violence inimaginable. L'autopsie sur Gwyn et Lewis a été réalisée sur 2 jours, à partir du 13 décembre 2021. Gwyn avait subi 32 blessures de coupures et de poignards, certaines assez profondes pour presque lui sectionner les membres. Une oreille avait été coupée et son cou et son bras supérieur étaient presque sectionnés. Son corps montrait des signes de traumatisme causés probablement par le marteau et la batte de baseball trouvés sur place. Le dos de ses mains était violet, couvert de blessures défensives, indiquant qu'elle s'est battue jusqu'à la fin. Lewis avait subi 51 blessures de couteau, certaines si profondes qu'elles exposaient les os et les organes internes. Des marques rouges sur son cou indiquaient une possible strangulation. Contrairement à sa sœur, Lewis n'avait aucune blessure défensive, suggérant qu'il a été pris au dépourvu et n'a pu riposter. Il présentait aussi des signes de blessures par force contondante sur le corps. Les blessures correspondaient aux armes trouvées sur place. Des bouteilles cassées, un marteau, un couteau et une batte de baseball. Les enquêteurs ont vite écarté la piste d'un vol qui aurait dégénéré. La scène semblait mise en scène, les pièces saccagées, mais le téléphone d'Arnie Gwyn manquait. Rien d'autre de valeur n'a été pris. Cela suggère que le tueur ou les tueurs connaissaient les victimes. Il est également inhabituel que le crime ait eu lieu en plein jour. Avant la publication des résultats de l'autopsie, des rumeurs ont commencé à circuler en ligne, accusant Janice d'être impliquée dans le crime. Des théories se sont répandues, nourries par sa survie, la provenance des armes de la maison familiale et la porte d'entrée verrouillée. Les accusations contre Janice se sont intensifiées, allant jusqu'aux menaces. Sous la pression croissante, la police a décidé de l'interroger. Janice a décrit les événements de la journée. Elle avait été en train d'étudier avec Gwyn dans une chambre partagée pendant que Louis était en bas dans le salon.
Soudain, ils l'ont entendu crier et que 3 hommes ont fait irruption dans la maison. Les 2 filles se sont précipitées en bas et ont vu 3 hommes attaquer Louis avec les armes trouvées sur les lieux. Les agresseurs ont ensuite ciblé Gwen. Effrayée, Janice s'est enfuie à l'étage, s'est enfermée dans la chambre et s'est cachée sous le lit. Incapable d'appeler la police par peur d'être entendue, Janice a envoyé un message au groupe de discussion familiale et plus tard à sa mère adoptive. « Maman, aide-moi ». Les messages sont passés inaperçus. Désespérée, Janice a posté sur les réseaux sociaux. « Aidez-moi, quelqu'un a cambriolé la maison. Je ne veux pas mourir. Je me cache dans ma chambre. Aidez-moi. » Elle a supprimé le post quelques minutes plus tard, craignant que les agresseurs ne le voient et ne la trouvent. Janice a essayé d'appeler sa mère, mais il n'y a eu aucune réponse. Ce n'est que lorsque quelqu'un a vu le post et a contacté sa mère qu'elle a rappelé. À ce moment-là, Janice avait trop peur pour décrocher. Elle a modifié son pseudonyme sur les réseaux sociaux et mis son téléphone en mode silencieux. Une fois le silence revenu dans la maison, Janice est sortie de sa cachette. Trop effrayée pour descendre, elle prétendit avoir pris une douche et changé de vêtements pour se calmer, terminant juste au moment où Cruz rentrait à la maison. Mais cette histoire posait problème. Janice avait dit qu'elle s'était enfermée dans sa chambre dès que l'attaque avait commencé. Alors pourquoi sa chambre semblait-elle avoir été saccagée ? Les récits de Janice sur les événements, qui plaçaient Lewis comme la première victime, étaient directement contredits par les preuves médico-légales. Les résultats de l'autopsie et la répartition des blessures suggéraient que Gwen était la cible initiale et non Lewis. Cette disparité entre le récit de Janice et les preuves physiques a incité les enquêteurs à approfondir leur examen. Comme les soupçons grandissaient, la police a décidé de revoir les déclarations de ceux qui étaient proches de Janice, en particulier son père adoptif, Cruz. Pendant l'interrogatoire, il est devenu évident que la version des événements de Janice avait évolué. Elle avait précédemment dit à la police que son téléphone était éteint pendant l'attaque, mais Cruz se souvient avoir appelé son téléphone et entendu sonner sans réponse. Confrontée à cette contradiction, Janice a modifié à nouveau son histoire, prétendant qu'elle était sous la douche et n'avait donc pas entendu le téléphone. Cruz a donné des détails supplémentaires sur les armes du meurtre, soulevant d'autres préoccupations. La batte de baseball utilisée lors de l'attaque appartenait initialement à Lewis. Il l'a gardée dans sa chambre, positionnée sur le lit superposé comme une forme de protection. Cependant, après avoir été adoptée par Cruz, Janice avait pris le dessus sur le lit superposé et par conséquent la batte. Le marteau utilisé dans l'attaque était un outil que Cruz gardait pour les réparations domestiques. Il était méticuleux quant à son emplacement, le cachant généralement derrière la machine à laver. Cruz a déclaré que seules 3 personnes savaient où le marteau était gardé, lui-même, Gwen et Janice. Cette révélation suggérait que le coupable avait une connaissance intime des possessions et des routines de la famille. La crédibilité de Janice a été davantage sapée par le témoignage d'un livreur. Le chauffeur était arrivé à la résidence Magad juste 18 minutes avant qu'un voisin ne contacte Cruz. Après avoir annoncé son arrivée et n'ayant reçu aucune réponse, le chauffeur a continué à appeler, espérant que quelqu'un répondrait. Il a finalement remarqué une silhouette féminine le regardant à travers une porte avant qu'elle ne s'éloigne brusquement. L'identité de la femme n'a jamais été confirmée, mais l'incident a soulevé des doutes sur la localisation et les actions de Janice pendant les moments critiques entourant l'attaque. Un détail clé dans l'enquête était l'état de la porte d'entrée. Elle avait été verrouillée de l'intérieur et il n'y avait aucune preuve d'effraction. Cela suggérait que les auteurs étaient probablement connus des victimes, quelqu'un ayant accès à la maison, quelqu'un qui possédait une clé pour verrouiller la porte après que le crime ait été commis. L'absence d'effraction a réduit le nombre de suspects potentiels à 3. Cruz, qui était à un autre endroit, Lovella, qui était en voyage d'affaires, et Janice, dont la présence sur les lieux, combinée aux incohérences dans ses déclarations, la plaçait sous suspicion. Cependant, l'enquête a été compliquée par le fait que Janice était mineure, âgée de seulement 17 ans. Aux Philippines, arrêter un mineur sans preuve irréfutable était juridiquement difficile. En conséquence, la police hésitait à procéder à une arrestation jusqu'à ce que des preuves plus concluantes soient obtenues. Plutôt que d'arrêter Janice, les autorités l'ont placée sous la tutelle d'un département de l'aide sociale. L'accent a été mis sur la détermination de qui a commis physiquement les meurtres.
Si l'affirmation de Janice selon laquelle plusieurs agresseurs étaient impliqués était exacte, l'enquête devrait identifier ces individus. Le 15 décembre, les empreintes digitales de Janice ont été trouvées sur les armes du crime. Bien que significative, cette découverte n'a pas prouvé définitivement son implication. Après tout, Janice vivait dans la maison où les armes étaient stockées, et il était plausible que ces empreintes soient sur les objets en raison d'une manipulation routinière. Compte tenu de son statut de mineur, le département de l'aide sociale lui a attribué un avocat pour garantir le respect de ses droits légaux. L'enquête a pris un tournant significatif lorsque Lavella, la mère adoptive de Janice, a fait une découverte cruciale. En fouillant la chambre de Janice, Lavella a trouvé un formulaire de traçage de contact contenant un code QR. Cependant, le formulaire n'était pas au nom de Janice. Il appartenait à Esmeraldo Canelo Jr., également connu sous le nom d'Aldo, un sacristain de 17 ans dans une église locale et une personne que Janice connaissait de l'orphelinat. Cette découverte a incité la police à approfondir l'implication potentielle d'Aldo dans le crime. Des témoins ont rapidement corroboré les soupçons concernant la présence d'Aldo dans la région le jour des meurtres. Une femme a signalé avoir vu Aldo déposer Janice près de la résidence Magad peu de temps avant l'attaque. Un autre voisin a confirmé avoir vu un homme, plus tard identifié comme Aldo, demander le chemin de la maison le matin des meurtres. Lorsqu'on lui a montré une photographie d'Aldo, la femme l'a positivement identifié comme la personne qui avait approché son mari. Le 16 décembre 2021, Janice a fourni une confession détaillée à son avocat, admettant son implication dans les meurtres de Gwen et Louis, aux côtés de son petit ami de 21 ans et Esmeraldo Canelo Jr. Elle a expliqué que le crime était motivé par un ressentiment profond et de la jalousie. Janice nourrissait une amertume profonde envers Gwen et Louis, se sentant éclipsés par l'affection que leurs parents leur prodiguaient. À ses yeux, les frères et sœurs représentaient un obstacle à l'amour et aux soins qu'elle avait seulement récemment commencé à ressentir. Elle a exprimé son motif et son désir de prendre la place de Gwen dans la famille, une impulsion façonnée par des années de privation dans un orphelinat où la chaleur émotionnelle et la stabilité étaient rares. Selon Janice, éliminer Gwen et Louis la laisserait comme l'unique enfant de la famille Magod, garantissant leur attention exclusive. Le 18 décembre, Janice a officiellement avoué à la police, bien que sa déclaration était encore une fois incohérente. La police a retrouvé et arrêté Esmeraldo, qui s'est rendu volontairement. Il a également avoué son rôle dans les meurtres. Une analyse médico-légale a plus tard confirmé que le sang trouvé sur les vêtements jetés dans le fossé était bien le sien. Esmeraldo, comme Janice, était mineur au moment des meurtres. Par conséquent, il a été placé sous la supervision du département de la protection sociale, comme l'exige la loi philippine. Lors d'une perquisition de drogue non liée le même jour, un autre garçon de 17 ans a été arrêté pour possession de substances illégales. Durant la perquisition, les policiers ont trouvé un téléphone portable appartenant à Gwen. Grâce au numéro de série, ils ont confirmé que le téléphone avait été volé après les meurtres. Les enquêteurs ont appris que Janice, incapable de se débarrasser du téléphone elle-même en raison de soupçons grandissants, avait recruté Esmeraldo pour le vendre. Comme le téléphone avait été gravement endommagé par l'eau, les enquêteurs n'ont pas pu récupérer de données significatives à partir de celui-ci. Le garçon en possession du téléphone n'a pas été impliqué dans les meurtres, car il était clair qu'il n'avait aucune implication autre que l'achat de l'appareil à Esmeraldo. En raison des protections légales accordées aux mineurs aux Philippines, la police n'a pas pu divulguer les détails plus précis des aveux de Janice et Esmeralda, même aux parents, qui ont demandé à plusieurs reprises des informations. Au fil de l'enquête, Janice a arrêté de coopérer pleinement avec les autorités. À ce jour, la séquence exacte des événements ayant conduit au meurtre, ainsi que l'ampleur totale de la planification et de l'exécution, reste floue. De plus, le soi-disant petit ami de 21 ans de Janice n'a jamais été identifié, arrêté ou inculpé. La police soupçonne qu'il s'agit d'un personnage fictif qu'elle a inventé avec ses aveux constamment changeants. Certains ont spéculé que les meurtres étaient encore plus brutaux que ce qu'elle a avoué, probablement ayant attaché Lewis et le forçant à regarder pendant que sa sœur était brutalement assassinée, suivie par lui. Après le crime, Lavella a été interrogé par les forces de l'ordre et les médias.
Bien qu'elle ait exprimé un profond choc face au rôle de Janice dans les meurtres, elle a également réfléchi à certains signes d'alerte qui, avec le recul, auraient dû susciter des inquiétudes. La famille Magad a rencontré Janice pour la première fois en 2020 lorsqu'elle travaillait comme femme de ménage pour un ami de Lovella. Lovella et Gwyn rendirent souvent visite à cet ami, et les deux filles, proches en âge, ont rapidement développé une amitié. Janice demandait souvent l'aide de Gwyn pour ses études, et Gwyn, connue pour sa gentillesse et sa générosité, était toujours prête à aider. Avec le temps, Janice s'est confiée à Gwyn sur son passé difficile, détaillant son enfance dans une extrême pauvreté et son séjour subséquent dans un orphelinat après la mort de ses parents. Janice a parlé des pressions écrasantes pour équilibrer ses études et son travail, car son employeur exigeait beaucoup d'elle. Janice a partagé son rêve d'aller à l'université, mais a également révélé son anxiété à l'idée de perdre le soutien du gouvernement lorsqu'elle aurait 18 ans. Émue par la situation de Janice, Gwyn a exhorté ses parents à adopter Janice. Initialement hésitants, Cruz et Lavella ont finalement été convaincus par la persévérance de Gwyn, et en juillet 2021, 5 mois avant le crime, ils ont finalisé l'adoption de Janice. La transition semblait sans accroc. La famille a accueilli Janice à bras ouverts et Janice semblait leur rendre leur affection. Cependant, au fil du temps, de petits incidents préoccupants ont commencé à surgir. En août 2021, les parents de Lavella ont été hospitalisés à cause du coronavirus disease 19 et Cruz se souvient qu'elle avait mis de côté 10 000 pesos dans la maison comme fonds d'urgence. L'argent avait disparu quand il est allé le récupérer. Janice a déclaré avoir été cambriolée. Pourtant, le lendemain, une somme d'argent importante a été découverte cachée dans le sac d'école de Janice. Après quelques interrogations, Janice a admis avoir pris l'argent. Malgré cette violation de confiance, la famille a choisi de pardonner à Janice. Gwyn, en particulier, insistait pour que Janice ait une autre chance. La famille, compatissante à son passé troublé, a attribué le vol aux instincts de survie que Janice avait développés pendant son éducation difficile. Janice s'est excusée et la famille a accepté ses excuses, espérant que cela marquerait la fin de ses méfaits. Dans les mois précédant les meurtres, le comportement de Janice a commencé à changer. Autrefois connue pour son fort sens du travail, une qualité qui avait grandement influencé son adoption, elle est devenue de plus en plus indifférente et irresponsable. Elle négligeait les tâches ménagères et quand on le lui rappelait, elle s'excusait mais ne donnait pas suite. Ce changement de comportement était préoccupant mais n'a pas déclenché d'alarmes immédiates. Peut-être le plus dérangeant, le matin des meurtres, Janice a fait quelque chose qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Elle a appelé Cruz et Lovella maman et papa pour la première fois, une indication de son état psychologique et du poids émotionnel de ce qui allait se passer. Au fur et à mesure de l'enquête, il est devenu évident que Janice avait été malhonnête sur ses origines dès le début. Ses affirmations d'être orpheline étaient fausses. Ses parents étaient en vie et avaient, en fait, passé des années à la rechercher. Lorsque l'affaire est devenue virale et largement discutée sur les réseaux sociaux philippins, des détectives amateurs du web ont commencé à scruter le passé de Janice. Leurs efforts ont permis de découvrir une annonce de personnes disparues vieilles de près d'une décennie qui a révélé un élément crucial de son histoire. Le 22 septembre 2013, une jeune fille, âgée d'environ 7 à 8 ans, a été découverte seule sur un bateau à Cotabato. Elle s'est identifiée comme Janice, mais a affirmé qu'elle n'avait aucun souvenir de ses parents, de sa maison ou de son adresse. Croyant qu'elle était perdue ou abandonnée, les autorités locales et les citoyens concernés ont diffusé un avis de personnes disparues, exhortant le public à se manifester avec toute information. Lorsque personne n'a répondu et que l'intérêt s'est estompé, Janice a finalement été placée dans un orphelinat. La réapparition de cet avis en ligne a ravivé l'attention sur les origines de Janice. Ce n'était qu'une question de temps avant que les parents biologiques ne la reconnaissent, Netiednao. Née en 2005 en tant que la plus jeune de 3 enfants, la vie de Janice a été marquée par des turbulences dès son plus jeune âge. L'addiction sévère au jeu de son père a brisé la famille, poussant sa mère à demander le divorce en 2008. Après s'être remariée et avoir eu un autre enfant, sa mère a réussi à sauver ce qui restait des biens de la famille et les a répartis entre ses 3 enfants. Les frères et sœurs sont restés ensemble brièvement avant d'être séparés et placés dans différents orphelinats.
Au moment où Janice a été adoptée en 2020, elle avait déjà retrouvé sa famille de biologique. Cependant, leurs retrouvailles ont été de courte durée. Ses parents biologiques l'ont plus tard accusée de rompre les liens, prétendant qu'elle les avait rejetés comme étant trop pauvres pour lui être d'une quelconque utilité. Dans un tournant tragique, la mère biologique de Janice a assisté aux funérailles de Gwyn et Lewis. Submergée par l'émotion, elle a fondu en larmes, s'excusant à plusieurs reprises et exprimant une profonde culpabilité pour ce qui s'était passé. Cruz et Lavella, luttant avec leur propre chagrin incommensurable, l'ont encouragée à parler à Janice et l'ont exhortée à avouer pleinement si elle était vraiment repentante. Agissant sur leur demande, la mère de Janice a tenté de lui rendre visite au département de l'aide sociale. Cependant, Janice a refusé de la voir. Les responsables, citant le protocole, l'ont finalement ordonné de partir lorsqu'elle n'a pas pu fournir une preuve suffisante de son identité en tant que parent biologique de Janice. Mais en revenant à l'enquête, les choses étaient encore plus choquantes. De nouvelles preuves ont révélé la préméditation de Janice. Des captures d'écran d'une conversation entre elle et un individu inconnu sont devenues virales. Dans l'échange, Janice a avoué vouloir tuer ses frères et sœurs, croyant que cela lui apporterait la liberté qu'elle désirait. Elle s'est demandé si quelqu'un l'accepterait encore si elle commettait un meurtre et croyait que, quel que soit le péché, Dieu lui pardonnerait tant qu'elle le demandait. Certaines sources ont suggéré que Janice avait souvent évoqué le film d'horreur de 2009 Orphan, mais cela semblait spéculatif ou mentionné a posteriori pour un effet dramatique. L'intrigue du film, qui parle d'une jeune fille adoptée par une famille qui finit par les trahir et les assassiner, était effroyablement similaire aux propres actions de Janice. Lorsque son procès a finalement commencé, on a observé Janice sourire et rire aux parents, ne montrant aucun signe de regret. Cruz et Lavella ont exprimé dans des interviews qu'ils auraient été prêts à pardonner à Janice si elle avait montré, ne serait-ce qu'une petite quantité de remords sincères, mais elle est restée insensible, ce qui a rendu le processus de deuil encore plus douloureux pour eux. 2 mars 2022, lorsque Janice et Esmeraldo ont été formellement accusés de meurtre, jusqu'à leur condamnation le 17 mai 2022. L'affaire a été suivie de près par de nombreux Philippins. Janice a été condamnée à 31 ans de prison, tandis qu'Esmeraldo a reçu une peine de 29 ans. Les 2 peines ont été assorties de la stipulation qu'ils les purgeraient sous la supervision du département du bien-être social et du développement jusqu'à leur 21e anniversaire, après quoi ils seraient transférés dans des prisons pour adultes. Les parents de Gwyn et Lewis avaient des sentiments mitigés quant au résultat du procès. Bien qu'ils aient reconnu que les tribunaux avaient infligé la peine la plus sévère possible en vertu de la loi, ils estimaient que les lois existantes étaient trop clémentes. Leur plus grand grief, cependant, était le manque total de remords de Janus. Malgré la condamnation, Cruz et Lavella ont exprimé ouvertement leur opposition à la loi de la République 9344, qui limite la responsabilité juridique des mineurs. Selon cette loi, l'âge minimum de responsabilité pénale est de 15 ans et les individus âgés de 15 à 18 ans peuvent être tenus responsables de leurs actes, mais sont placés dans des centres pour jeunes ou des programmes de réhabilitation plutôt que dans des prisons pour adultes. La loi empêche des mineurs comme Janice d'être poursuivis comme des adultes, malgré la nature horrifique et choquante de leurs crimes, que l'on pourrait arguer, les enfants ne devraient pas être capables d'exécuter, encore moins de planifier. Aux États-Unis et dans de nombreux États, ils auraient été jugés comme des adultes. Les parents estimèrent que l'âge de Janice ne devrait pas la dédouaner de sa pleine responsabilité, en particulier dans un cas où elle a orchestré un acte de violence aussi brutal. Ce sentiment était partagé par beaucoup qui estimaient que la loi était tout simplement trop clémente pour des cas aussi graves que celui-ci. Cruz et Lavella ont déclaré publiquement qu'ils pensent que cette loi devrait être modifiée afin que ceux qui commettent des crimes violents à un jeune âge puissent être pleinement responsables de leurs actes. L'accent mis par la loi sur la réhabilitation plutôt que sur la rétribution leur a donné le sentiment que le système judiciaire avait échoué leur famille. Maintenant, voici quelques faits plus choquants issus de l'enquête. Il a également été révélé que Lewis avait fait des efforts pour montrer de la gentillesse envers sa sœur nouvellement adoptée. C'est dans sa chambre à Janice et dormant sur le canapé du salon, il est quand même tombé victime de la brutalité qui s'est déroulée.
Toute la famille n'a montré que de la gentillesse et de l'amour à Janice. Je vois cette affaire comme la forme la plus inexcusable de cruauté et de trahison. Les Magot, bien qu'ils soient de toujours les parents adoptifs légaux de Janice, ont refusé de la rencontrer, surtout Cruz, parce qu'il a déclaré qu'il ne peut pas se contrôler s'il la voit jamais en personne pour ce qu'elle a fait à sa famille, et je ne peux pas dire que je suis en désaccord avec lui. C'est Victor. Pour soutenir mon travail sur de tels cas et d'autres, n'oubliez pas de donner un pouce en l'air à cette vidéo. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous êtes les bienvenus pour rejoindre l'adhésion à la chaîne. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.